Content de vous retrouver aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vais vous parler de deux sujets ce matin. D'abord, bien sûr, Nordvolt. Aujourd'hui, Québec solidaire va demander quelque chose de très simple à François Legault et à la CAQ. N'investissons plus une scène d'argent public supplémentaire dans la compagnie Nordvolt et dans ses différents projets. Franchement, à ce stade-ci de la saga, là, c'est le strict minimum. Le strict minimum. Parce qu'en ce moment, qu'est-ce qui se passe en coulisses? Bien, en ce moment, Nordvolt est en restructuration. Les créanciers évaluent leurs options et parmi les options, il y a sans doute de vendre en tout ou en partie la compagnie, des mesures de restructuration, des mises à pied, mais il y a aussi sans doute des discussions pour un refinancement de l'entreprise. Et donc, les créanciers pourraient être sollicités dans les prochaines heures, dans les prochains jours, pour aider l'entreprise à balancer ses finances et à retrouver des liquidités. Donc, la demande qu'on fait aujourd'hui au gouvernement du Québec, elle est vraiment élémentaire. Et on va déposer une motion pour que ce soit un engagement formel. Le gouvernement du Québec ne devrait pas ajouter $1 de plus dans Nordvolt. Je pense que ça fait longtemps qu'il y a des Québécois et des Québécoises qui s'inquiètent de ce qui est en train d'advenir de ce projet-là. Le premier ministre doit rassurer la population, puis la première manière de le faire, et c'est élémentaire, c'est de dire on ne rajoutera plus d'argent dans cette start-up qui bat de l'aile et qui chambranle de manière de plus en plus inquiétante. Merci. Deuxième sujet dont je veux vous parler ce matin, je ne peux pas m'empêcher de revenir sur l'appui surprenant, stupéfiant qu'a offert François Legault à Pierre Poilievre jeudi dernier. Je l'ai appris en même temps que vous. Je suis tombé de ma chaise et j'ai été d'autant plus perplexe quand j'ai vu qu'en fin de semaine, François Legault a persisté et signé en retweetant notamment, sans gêne, des messages provenant d'employés de M. Poilievre, en retweetant des messages qui sont clairement des messages pro-conservateurs, des messages électoraux de Pierre Poilievre. C'est pas mêlant. François Legault est en train de se transformer en super bénévole pour Pierre Poilievre au Québec. Ma question est la suivante. Quand est-ce que François Legault a reçu ce mandat-là de la part des Québécois et des Québécoises? Quand est-ce que les Québécois et Québécoises ont voté pour que François Legault fasse ouvertement la promotion d'un parti dont le tiers des députés sont contre le droit à l'avortement? Quand est-ce que les Québécois et Québécoises ont donné ce mandat-là à François Legault? Et c'est pas juste du passé, là. Ce matin, dans le Journal de Montréal, on apprend qu'il y a un député du caucus de M. Poilievre qui est en pèlerinage religieux aux États-Unis, dans un congrès de l'extrême droite religieuse, à titre de député, s'il vous plaît, pour faire la promotion de messages anti-choix, contre le droit des femmes de choisir ce qui va arriver avec leur corps. M. Legault aime ça parler des valeurs québécoises, là. On en a souvent débattu, lui et moi, de ce que sont les valeurs québécoises, mais une chose est sûre, là. Une régression sociale au Québec et au Canada sur la question du droit à l'avortement, ce n'est pas une possibilité. François Legault doit se ressaisir, se recentrer sur le mandat qu'il a reçu de la part des Québécois et des Québécoises. Et ce mandat-là, c'est pas de devenir le bénévole en chef de Pierre Poilievre, c'est de faire fonctionner notre système de santé, de faire fonctionner notre système d'éducation, de s'occuper du coût de la vie puis de s'occuper du logement. Que François Legault fasse ça, puis qu'il arrête de faire campagne pour Pierre Poilievre. Moi aussi, D'abord, merci. Bonjour tout le monde. Je suis content de vous retrouver. Moi aussi, je veux vous parler de la sortie surprenante, stupéfiante de François Legault la semaine passée, en lien avec mes dossiers, parce que pour moi, d'appeler la population à ce que
Pierre Poilievre devienne le prochain premier ministre, c'est aussi un risque très grand que le tramway ne se réalise pas. Vous le savez comme moi, Pierre Poilievre a dit qu'il ne mettrait pas une scène dans le projet de tramway. Pierre Poilievre, c'est pas mêlant, là, il est plus anti-tramway qu'Éric Duhem lui-même. Il faut le faire. C'est un bon projet, le projet de tramway. J'étais avec des citoyens, avec les conseils de quartier la semaine passée, vendredi passé. Ça fait 100 jours, plus de 100 jours que le premier ministre s'est engagé à réaliser le tramway, la phase 1 proposée par CDPQ Infra. Il a fait ça le 13 juin, vous calculerez, ça fait plus que 100 jours. Comment ça se fait qu'on n'a pas encore notre signature avec CDPQ Infra? Comment ça se fait que ce projet-là n'est pas encore sur les rails? Puis n'eût été du niaisage de la CAQ depuis leur arrivée au pouvoir en 2018, là, bien, on compterait les dodos. Ça serait dans 2 ans qu'on aurait notre tramway dans les rues de Québec. Puis c'est la clé de voûte pour les changements climatiques. Puis c'est la clé de voûte pour réduire la congestion à Québec. Alors, est-ce que le premier ministre endosse ces propos-là? Est-ce que le premier ministre du Québec endosse ça? Est-ce que le premier ministre pense que le fédéral ne doit pas mettre une scène là-dedans ou il veut vraiment que le tramway se réalise? C'est la question que je pose aujourd'hui. Si on n'investit plus un sou là, dans Nordvolt, est-ce qu'on ne met pas à risque aussi l'argent qu'on a déjà investi? Parce que c'était ça le problème aussi avec Airbus. La raison pour laquelle on a prolongé la participation, c'est parce que sinon, on perdait déjà tous les billes perdus. D'abord, aujourd'hui, à Québec solidaire, on ne demande pas au gouvernement de briser un contrat qu'ils ont signé, de défaire une promesse qu'ils ont faite. On demande le strict minimum. Là, le bateau est troué de partout. Il est en train de couler sous nos yeux. Le strict minimum, c'est de ne pas ajouter de notre argent. François Legault a mis 700 millions de notre argent, les Québécois et les Québécoises, dans un projet qui était risqué. François Legault a joué au poker. Il a fait un coup de poker. Et là, la game ne tourne pas à son avantage. Donc, la manière de rassurer les gens, et c'est vraiment le strict minimum, c'est de dire on ne va pas doubler la mise. On va garder nos jetons à partir de maintenant. Posons la question inversement. Si Nordvolt rencontrait le gouvernement du Québec aujourd'hui, il lui disait « Hey, on a un projet pour vous autres. » Est-ce qu'aujourd'hui, François Legault réinvestirait? Poser la question, c'est un peu y répondre. Donc, on va déposer une motion. Il n'y aura pas de flafla, ça va être très clair. Là, peut-on au moins arrêter d'investir dans cette start-up qui, c'est triste, mais il faut se rendre à l'évidence, là, est en sérieuse difficulté. Vous avez, au fil de votre carrière, été victime de menaces vous-même. On a vu un maire qui a reçu une brique dans le pare-brise de sa voiture. Est-ce que c'est devenu plus dangereux d'être un élu? Je pense que c'est plus dangereux de faire de la politique aujourd'hui qu'avant. Il faudrait sans doute vivre dans une cloche de verre pour pas le constater. Après ça, vous m'avez entendu dans les dernières semaines parler du climat politique aux États-Unis. C'est sûr que quand on se compare, on se dit on n'est pas rendu là. Mais en même temps, je prends toujours la peine de le dire, on n'est pas non plus immunisé contre l'augmentation de la violence politique qu'on voit tout près de chez nous. Quand on voit des maires qui se font garrocher des briques dans leurs fenêtres, je veux dire, c'est super inquiétant. On dit qu'on veut attirer des gens politiques, notamment des jeunes, notamment des pères, des mères de famille. Ce climat-là, ça n'aide pas l'engagement. Après ça, il faut quand même le rappeler de manière extrêmement majoritaire. Les Québécois et les Québécoises sont polis, sont courtois, sont respectueux des politiciens et des politiciennes. Moi, mon quotidien, là, c'est souvent des gens d'accord, souvent des gens pas d'accord qui viennent me voir, mais qui le font de manière très courtoise et respectueuse. Mais oui, il y a une petite minorité qui existe, on la voit de plus en plus, puis c'est un problème. Mais vous n'êtes pas d'accord avec le Premier ministre qu'il faut ramener le civisme au Québec? Vous dites que les Québécois sont gentils. Bien, c'est-à-dire que, comprenez-moi bien, là, je pense que c'est clair que c'est complètement inacceptable, ces gestes-là. J'ai juste envie de rappeler que puis oui, il faut plus de civisme. Je suis pas en désaccord avec le premier ministre. Là. Je pense qu'il faut se servir de ce qui se passe aux États-Unis un peu comme avertissement. Là-bas, on en est à 2 tentatives d'assassinat en quelques mois contre un des candidats à la présidence. Fait que, faisons ce qu'on a à faire au Québec pour ramener le civisme puis qu'on se rende pas là. Moi, c'est ça que je dis. Et j'ajouterais, on a travaillé sur cet enjeu-là au niveau municipal, le projet de loi 57.
Souvenez-vous, là, après, je vais même revenir un petit peu en arrière, souvenez-vous au départ de l'ancienne mairesse de Gatineau, France Bellil. On avait déposé, Québec solidaire a déposé un mandat d'initiative pour discuter de ces enjeux-là. La réponse du gouvernement, ça a été le projet de loi 57, dans laquelle on a eu des avancées. On verra dans le temps si ça se matérialise, beaucoup en ce qui a trait au niveau de la relation entre les citoyens et les élus municipaux. Il reste encore beaucoup de zones sur lesquelles on n'a pas travaillé. Notre mandat était beaucoup plus large. Ce qu'on demandait, c'est qu'on travaille aussi sur la relation entre les élus. Ça aussi, il y a des enjeux importants, puis vous en avez vu aussi des cas un peu partout dans différentes municipalités. Puis aussi, au niveau de la surcharge de travail des maires et des mairesses qui sont complètement dépassés par les responsabilités que le gouvernement lui pèle dans sa cour. Je pense au niveau du transport collectif, par exemple, ou encore de l'itinérance. Les maires et les mairesses du Québec sont au front sur plein d'enjeux, puis se sentent complètement désemparés, dépassés. Et j'ai hâte et j'ai pas hâte, mais de voir combien de nouveaux élus municipaux vont démissionner là, cet automne, alors que leur démission n'entraînera pas une élection partielle. Moi, je vous invite à suivre les chiffres là-dessus. On verra, entre autres, si le projet de loi 57 donne des résultats, parce que moi, ça va être un bon indicateur que je vais essayer de suivre. Mais sur le fond, évidemment, je suis d'accord avec mon collègue, les Québécois, à règle générale, sont évidemment extrêmement sympathiques, gentils, respectueux, puis évidemment, tout geste de violence doit être dénoncé et on doit trouver des moyens pour y intervenir. Sur Nordvolt, il y a le Parti québécois qui demande un débat d'urgence. Je me demandais, vous, quelles informations exactement vous souhaitez avoir pour vous rassurer sur l'état du projet? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous n'avez pas, que vous avez besoin pour vous rassurer? La liste, la liste des informations nécessaires pour qu'on soit rassuré est très, 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 très longue. Je ris, mais c'est pas drôle, c'est qu'il y a tellement d'eau dans le gaz. Il y a tellement de problèmes que la liste d'éléments qui suffirait à nous rassurer, elle est très longue. Mais je vais vous donner un exemple. Où sont les études, si elles existent, qui chiffrent les retombées économiques de Nordvolt? Parce que quel est l'argument numéro 1 de François Legault quand on lui demande « Pourquoi vous avez donné tant d'argent et tant d'électricité à Nordvolt? » Il dit « C'est parce qu'il y a des retombées économiques. » Très bien. Où sont les études qui chiffrent les retombées économiques de Nordvolt? Mon collègue Arun Boisy a posé la question au ministre Fitzgibbon lors de l'étude des crédits. Je vous invite à aller réécouter l'échange. Il dit, oui, on a des études sur les retombées pour l'État québécois. Parfait. Où sont-elles? Fait que voilà un exemple d'une information dont je pense les Québécois et Québécoises ont besoin pour savoir est-ce que c'est une bonne affaire pour le Québec? Est-ce que le coup de poker de François Legault, il vaut la peine? Qu'est-ce qu'on gagne si Nordvolt, son projet, sort de terre? À ce jour, cette information n'a jamais été donnée. François Legault et son gouvernement n'ont jamais chiffré les retombées économiques d'un projet qu'ils nous ont vendu comme le meilleur projet économique de l'histoire du Québec. Il n'y a pas assez de violons dans tout l'orchestre symphonique, là, pour accoter les violons que les caquistes ont sortis pour nous dire que c'était le meilleur projet, la nouvelle Beijing. Il n'y a pas de métaphore qu'ils n'ont pas utilisée. OK. Sont où les chiffres? Qui chiffrent les retombées économiques? La demande du Parti québécois de tenir un débat d'urgence? Bien, il n'y aura pas comme de vote, mais s'il y a un débat, on va y participer, puis oui, c'est une bonne idée. Oui. Vous qui êtes un parti environnementaliste, on ne s'en cache pas, là, vous avez déjà fait l'ultimatum climatique. Est-ce que pour vous, la filière batterie, c'est une mauvaise idée? La filière batterie, c'est une bonne idée pour le Québec. La filière batterie, c'est un des secteurs économiques où le Québec a beaucoup à gagner parce qu'on a des minéraux stratégiques, parce qu'on a de l'hydroélectricité quand même de disponible, et elle est propre comparativement à d'autres types d'énergie à travers le monde. Donc, nous, le développement de la filière batterie, on proposait ça à Québec solidaire en 2018. On avait un plan pour déployer cette filière-là au Québec et on y croit toujours, mais il faut faire ça de manière transparente, de manière démocratique, avec de l'acceptabilité sociale, en respectant les normes et les lois du Québec. Puis dans le cas de Nordvolt, ça a été tout le contraire. C'est un coup de poker basé sur le flair personnel d'un ministre qui, depuis, est retourné chasser le faisan. La fin de ma question était, bon, il y a Ford, il y a GM qui sont en train de construire, il y a Nemaska Lithium qui est en train de se restructurer puis de produire. Il n'y a pas un risque à tirer sur Nordvolt comme on tire actuellement, de faire peur à peu près à tout le monde actuellement? C'est Nordvolt qui tire sur Nordvolt. Je veux dire, les difficultés financières de Nordvolt ne sont pas causées
par les questions de l'opposition au Parlement du Québec. Là. Puis je ne dis pas ça pour diminuer notre travail, là. Je vais juste dire que s'il manque des milliards de dollars, c'est pas parce qu'Arun Boisy, Pascal Paradis puis Marois Risky ont été un peu gossants. Là. C'est parce que c'était une entreprise qui était fragile. Puis j'aime beaucoup mes collègues parlementaires, puis ils font un bon travail. Mais je veux dire, soyons sérieux. Si ça va pas bien, c'est que le modèle d'affaires, le projet était fragile, il était risqué. Mon collègue Arun Boisy a été un des premiers à dire un instant, là, est-ce qu'on sait combien on va avoir en retombée économique? Est-ce qu'on a calculé les risques? Quels critères on a utilisés pour choisir cette industrie-là plutôt qu'une autre? Et là, on est devant le résultat des courses. De l'air ambiant, il n'y a pas un risque. Bien, c'est pour ça qu'il faut bien faire les choses. C'est pour ça qu'il faut chiffrer les retombées économiques. C'est pour ça qu'il faut avoir des garanties d'emploi local. C'est pour ça qu'il faut faire des BAP. Hey, rappelez-vous, il y a quelques mois, on nous disait on ne peut pas faire de BAP, Québec solidaire. Il faut aller super vite. Hey, ça serait-tu plate que le projet soit retardé si on faisait un BAP? Ah ben, gadon. Sur la filière... En 2021, M. Legault a appuyé, disons, ou a invité à mots couverts, appelé à mots couverts à voter conservateur en 2021. Ça a mal viré. En 2022, il n'a pas été pénalisé pour ça, il n'a pas été sanctionné par les électeurs. Alors, qu'est-ce qui laisse croire qu'il y aurait des conséquences cette fois-ci? Bien, tu sais, là, Pierre Poilievre n'est pas député à la Chambre des communes depuis 3 semaines. Et il a voté, depuis qu'il est député, à 4 reprises, pour des motions ou des projets de loi qui menaçaient directement le droit des femmes à l'avortement. Le tiers de son caucus est clairement affiché comme pro-vie. Et selon certains organismes de surveillance du droit des femmes, les sympathies pro-vie à l'intérieur du caucus conservateur pourraient aller jusqu'à 70 % des députés. C'est pas une joke. C'est sérieux. Est-ce qu'on veut que cet homme-là soit premier ministre du Canada? François Legault, ce qu'il a fait la semaine dernière, c'est une énorme passe sur la palette à cet homme politique. Moi, je pense que ça ne représente pas les valeurs de la grande majorité des Québécois québécoises. Puis François Legault doit corriger le tir. Ça tombe bien, des motions conservatrices comme cette semaine, il va en avoir d'autres dans les prochaines semaines. Mais qui corrige le tir. Et au lieu de rivaliser d'originalité pour faire des gens bêtes au Parti québécois, là, qui travaillent sur le système de santé, sur le système d'éducation, sur la crise du logement, sur la crise du coût de la vie, c'est ça que les Québécois et les Québécoises veulent de leur premier ministre. Pas qu'ils fassent de la politique aérie qui met en danger, c'est sérieux, le droit des femmes de choisir ce qu'elles font avec leur corps. L'objectif zéro émission en 2035, Ouais. là, il y a des pays de l'Union européenne, parce qu'eux autres aussi ont adopté la même cible, qui commencent à remettre cet objectif-là en question parce que les véhicules électriques ne sont pas en hausse, sont en baisse. C'est 68,8 % en Allemagne. C'est moins 33,1 % en France, moins 24 ou 25 % en Espagne. Et en Italie, c'est moins 41 % de vente de véhicules électriques. Ils régressent, ils n'augmentent pas. Alors là, ils sont en train de se dire, est-ce que cet objectif-là n'est pas un peu nuisible parce que, justement, forcer les constructeurs à vendre des véhicules électriques alors que les gens n'en veulent pas, ça va faire seulement aussi... Moi, j'ai vu un sondage ce matin, je pense que c'est chez vous, dans le Journal de Montréal, qui disait un Québécois sur 2, là, c'est quand même une bonne proportion, là, qui veut très rapidement passer à l'électrique. Et c'est quoi les obstacles? C'est le coût et la disponibilité des véhicules, puis bon, les inquiétudes sur l'autonomie également. Donc, les Québécois québécoises, je pense, veulent passer à l'électrique dans une bonne proportion, mais il faut que les constructeurs automobiles rendent des véhicules disponibles et les rendent disponibles à un coût avantageux. Il faut que le gouvernement fasse sa job d'installer des bornes de recharge pour que ce soit possible de se recharger sur le territoire québécois. Puis s'il y a de la volonté politique, c'est possible d'y arriver. Donc, pour garder cet objectif-là aveuglément, c'est à ne pas remettre en question. On est en train de rater lamentablement nos cibles québécoises de réduction de gaz à effet de serre. La dernière chose à faire, c'est pelleter le problème par en avant. Il faut redoubler d'ardeur, travailler plus fort, travailler plus vite pour électrifier plus vite le Québec. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec devrait faire? Des véhicules électriques chinois pas chers? L'objectif, c'est d'avoir des véhicules électriques disponibles en assez grande quantité et à bas prix. Ça peut se faire en protégeant les emplois locaux. C'est pas vrai que la seule option, c'est les véhicules chinois, mais il faut de la volonté politique, puis en ce moment, cette volonté-là, elle est. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec devrait faire avec les communautés autochtones qui ne payent pas leurs factures d'électricité? Dialogue.
faut reconnaître qu'Hydro-Québec, qui est un joyau du peuple québécois, a quand même été créé comme si les peuples autochtones n'existaient pas. Et ils existent, et ils ont des droits, et il faut en tenir compte. Et la voie du dialogue, de la négociation, est à privilégier pour qu'on reconnaisse les droits des Autochtones, de l'ensemble des Premières Nations, et qu'on pave la voie à des meilleures relations dans l'avenir. Parce qu'il va falloir développer Hydro-Québec, puis on n'a pas le choix. C'est un passage obligé. Il faut le faire dans une relation de nation à nation avec les Premières Nations. Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'on ne peut comme rien faire contre ce phénomène-là. Là. Nous, dans nos bureaux de députés, là, à chaque semaine, on a des cas de citoyens, de citoyennes québécois, là, québécoises, qui ont des enjeux de remboursement avec Hydro-Québec. Hydro-Québec fait ça au cas par cas. On fait des ententes de paiement. Des fois, on annule une partie de la facture, on étale une autre partie de la facture. Hydro-Québec fait déjà des ententes de paiement puis est capable là, d'accommoder les gens qui sont dans le besoin. Donc, c'est pas comme si on demandait de faire à Hydro-Québec de faire quelque chose qui est complètement inhabituel. C'est pour ça qu'il faut que le dialogue continue, parce que l'important, c'est l'avenir. Comment on va électrifier le Québec dans le respect des droits des Premières Nations et des Inuits. Vous cherchez un directeur des communications? Oui. Un de vos collègues a fait une publication sur Facebook où il dit que c'est l'occasion de travailler avec quelqu'un de très connu, que vous êtes décrit par la majorité des chroniqueurs politiques comme étant un des meilleurs communicateurs au Québec. C'est une occasion qui n'arrive pas souvent. Bref, il y a une grosse partie qui est sur vous, là, en fait, la plus importante partie. Mais en lisant ça, avez-vous entendu les critiques de Mme Lessard-Terrier, qui vous reprochait d'avoir une équipe serrée, de s'est serrée autour de vous, qui avait une forme de concentration dans votre bureau, au Parlement, dans le parti? Tu sais, ce qui est mis de l'avant, c'est vous davantage que le caucus. J'ai pas lu le statut Facebook dont vous parlez. Je sais pas trop. Je sais quoi votre question? Est-ce qu'on est encore à QS dans une équipe où il y a surtout une équipe qui est centrée autour du chef, où on met le chef de l'avant? Est-ce qu'il y a plus de place maintenant pour les députés qui sont dans du caucus? Vous nous voyez ici. Moi, je fais un point de presse par semaine, à peu près, des fois 2, là, selon la conjoncture. Toujours accompagné de mes collègues députés. Ma collègue Christine, on pourrait faire le calcul, mais je pense même qu'elle a peut-être fait même peut-être plus de points de presse que moi depuis le début de la session. Fait que je sais, non. OK, mais vous avez adapté vos pratiques, en fait, en fonction des critiques que vous avez reçues le printemps dernier? J'ai eu l'occasion de répondre à ces questions-là à des dizaines de reprises. Là. Je continue à prendre acte des critiques qui sont exprimées, puis je continue à travailler, à faire mon travail le mieux possible, puis à m'améliorer tous les jours. Puis oui, les critiques de ma collègue Émilie, j'en ai tenu compte, tout comme j'ai tenu compte des critiques de ma collègue, de mon ex-collègue Catherine Dorion. Ces débats-là ont eu lieu à l'interne, je pense. Puis ils vont continuer, mais je ne suis pas sûr de comprendre le lien avec un statut Facebook dont je ne connais pas l'existence, là, mais oui. Rien changé à ce niveau-là. On the 2-hour emergency debate on Quebec's deal on Nordvolt, you really believe that this is a good idea, the PQ's call for this emergency debate, and you think that Quebecers will get the information they need on this deal? Well, when I said the ask for an emergency debate is an idea of the Parti québécois, the president will decide if she wants to go forward or not. But it's a good idea for you. Well, if there's a debate, we will participate in it, and we will never be against any way to get a little bit more transparency and a little bit more information on the Nordvolt project. I mean, Mr. Legault has played poker with the money of Quebecers, and now it seems like he might be losing the game. So what we're asking for today, and it's the bare minimum, is to stop putting new money on the table on that project. There should be no new, more public funds invested in a company that is seriously endangered. And why do you think this debate on Quebec's deal on Nordvolt will help Quebecers to understand what's happening, what's at stake here?
Well, you should ask the Parti québécois to justify their demand for an emergency debate. I said that we're going to participate in that debate. I think there's no bad idea when it comes to having more information and more transparency on Nordvolt. But one of the questions that we have and that we've been asking for months at Québec Solidaire is, where are the studies evaluating the amount of economic impact for the Nordvolt project? Mr. Legault is using that argument as the first argument to justify his historic investment in Nordvolt. The argument is it's going to create a huge boost for Quebec's economy. Well, where are the studies that are evaluating the proportion of those economic impacts? My colleague Arun Boisy asked that question to Mr. Fitzgibbon during the last session, and we never saw any of those studies. So that's a good example of information we need in order to know where are we going with that project? Where is going the $700 million that Quebec taxpayers have invested in that project? By asking the Quebec government not to invest anymore in Northvolt than they already have, what message are you sending about the future of the energy sector, the electric vehicle sector in Quebec? We believe, in Quebec Solidaire, we believe that we have to electrify Quebec. We believe the energy sector, the battery sector is a good sector for the future of our economy. But you have to do things correctly. You have to be transparent. You have to be democratic. You have to evaluate seriously the economic impacts of the projects. Is the return on investment big enough if the investment is very big? Those are basic questions when it comes to investing in a new economic sector. And Mr. Legault has always brushed off any questions on those issues. Québec Solidaire has been having a constructive approach in that issue since day one. We are in favor of the battery sector. We're just asking for the bare minimum in terms of transparency and information. And each time we've done that, Mr. Legault has been pointing fingers and said, haha, that means you're against electrifying Quebec. Now we are seeing where this kind of attitude brings us. It brings us in a situation where we have put $700 million of public funds on a project based only on the personal intuition of a minister that since then has left us with the problems and that is going to hunt or I don't know, having fun in his life. Sorry, I'm trying to not laugh. Well, exactly what happened. Each time we've asked Mr. Legault for transparency, he said, oh, you know, Mr. Fitzgibbon is the best guy to do the big deals, blah, blah, blah. Look where it got us. I have a question. What did you think of Mr. Legault's call last week for the Bloc to take down the Liberals? And you were saying you were flabbergasted that he's supporting Poilievre. Can you elaborate? No, Mr. Legault has no mandate to be the #1 volunteer of Pierre Poilievre in Quebec. Quebecers did not give him that mandate. A third of the Conservative caucus is clearly against choice for women. According to several abortion rights surveillance groups, a majority, even 70% of the Conservative caucus has shown positions that could go in the direction of restricting the right to abortion. It's a serious issue. We should not accept that the Premier of Quebec is directly or indirectly putting wind behind the boat of Mr. Poilievre. I mean, the mandate of François Legault is to take care of our education system, of our healthcare system. He has to solve the housing crisis, the cost of living crisis, not campaign
for a party that has today one of its member of parliament in a extreme right religious congress in the United States, preaching, and the word preaching is the good word, preaching against the rights of women to choose. He endorsed Mr. O'Toole in 2011, I think, was the year. That did not work out very well for him. It didn't work out very well for Mr. O'Toole. Didn't work out very well for Mr. Legault. I think Mr. Legault should learn from his mistakes and take care of Quebec and Quebecers. Merci.